Tu ne te rends pas toujours compte, mais parfois ton cerveau prend des raccourcis, déforme la réalité et te fait croire des choses complètement fausses. Aujourd'hui, on analyse les biais cognitifs qui sabotent ta pensée rationnelle. C'est une dinguerie! Les biais cognitifs, c'est lorsque ton cerveau fait des erreurs systématiques de jugement. Ce ne sont pas des bugs aléatoires, ce sont des raccourcis mentaux, des heuristiques que ton cerveau utilise pour traiter rapidement l'information. Et la plupart du temps, ça marche bien. Mais parfois, ça te mène complètement à côté de la plaque. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Tu penses que tu es rationnel, objectif, logique. Mais en réalité, ton cerveau filtre, déforme et interprète la réalité à travers des dizaines de biais différents. Les chercheurs ont identifié plus de 200 biais cognitifs. Aujourd'hui, on va voir les plus courants et les plus fascinants. Des biais que tu utilises probablement tous les jours sans le savoir. Comprendre ces biais, ce n'est pas juste de la culture générale, c'est crucial, parce qu'ils influencent tes décisions, tes relations, ta vision du monde. Et une fois que tu les connais, tu peux commencer à les contrer. Allez, on plonge dans les failles de ton cerveau. 1. Le biais de confirmation. On commence par le biais le plus répandu et le plus dangereux, le biais de confirmation. Ton cerveau cherche activement des informations qui confirment ce que tu crois déjà, et ignore ou minimise les informations qui contredisent tes croyances. Par exemple, si tu penses que les chats sont des animaux sournois, tu vas remarquer tous les comportements félins qui confirment ça, et ignorer tous les moments où ton chat est affectueux. Si tu crois qu'un politicien est malhonnête, tu vas retenir toutes ses erreurs et oublier ses bonnes actions. C'est pour ça que les débats ne font jamais changer d'avis personne. Chacun voit dans les mêmes faits la confirmation de ce qu'il croyait déjà. Les deux camps regardent le même événement et en tirent des conclusions opposées, chacun convaincu d'avoir raison. Sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Les algorithmes te montrent du contenu qui ressemble à ce que tu as déjà aimé. Tu te retrouves dans une bulle où tout le monde pense comme toi, ce qui renforce encore plus tes croyances. Le biais de confirmation, c'est aussi pour ça que les théories du complot sont si difficiles à combattre. Une fois que quelqu'un croit à une théorie, chaque nouvelle information sera interprétée comme une preuve supplémentaire. Les preuves contre, c'est que le complot va encore plus loin que prévu. La seule manière de contrer ce biais, c'est de chercher activement des informations qui contredisent tes croyances, de lire des sources qui ne sont pas d'accord avec toi, d'essayer de prouver que tu as tort plutôt que de prouver que tu as raison. 2. Le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme, c'est penser que les choses négatives arrivent aux autres, pas à toi. Toi, tu es spécial, tu es chanceux, tu es malin. Les autres vont divorcer, mais pas toi. Les autres vont avoir un cancer, mais pas toi. Les autres vont se faire arnaquer, mais pas toi. Tu as une perception irréaliste de tes chances de succès et une sous-estimation des risques. C'est pour ça que les gens fument en se disant que les cancers, c'est pour les autres, ou conduisent vite en pensant que les accidents n'arrivent qu'aux mauvais conducteurs, ou investissent dans des arnaques en pensant qu'ils sont assez malins pour ne pas se faire avoir. Ce biais a des avantages. Il te rend plus heureux, plus motivé, plus résilient. Si tout le monde était parfaitement réaliste sur les risques de la vie, on ne ferait rien. L'optimisme irréaliste te pousse à agir. Mais ça peut aussi te rendre imprudent. Tu ne prends pas les précautions nécessaires parce que tu ne penses pas que ça peut t'arriver. 3. Le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est juger la probabilité d'un événement selon la facilité avec laquelle des exemples te viennent à l'esprit. Si tu peux facilement te rappeler des cas où quelque chose s'est produit, tu vas penser que c'est fréquent. Si tu ne peux pas penser à des exemples, tu vas penser que c'est rare. Par exemple, après un accident d'avion très médiatisé, les gens ressentent un peu plus la peur de prendre l'avion,
Pourtant, statistiquement, rien n'a changé. C'est toujours aussi sûr. Mais l'accident récent est disponible dans leur mémoire, donc ils surestiment le risque. Pareil avec les attaques de requins. Les médias en parlent beaucoup quand ça arrive, donc les gens pensent que c'est courant. En réalité, tu as plus de chances de mourir en tombant de ton lit que d'être tué par un requin. Mais les cas de mort par oreiller ne font pas les gros titres. Ce biais influence énormément tes peurs et tes jugements. Tu as peur des choses spectaculaires et médiatisées, pas des vrais dangers statistiques. Tu as plus peur du terrorisme que des maladies cardiovasculaires, alors que les maladies tuent beaucoup plus. Les médias exploitent ce biais. Ils montrent en boucle les événements violents, dramatiques, parce que ça capte l'attention. Et ça déforme complètement ta perception de la réalité. 4. L'effet de halo. On en a parlé dans la vidéo sur la manipulation, mais c'est aussi un biais cognitif fondamental. Une caractéristique positive d'une personne influence ta perception globale de cette personne. Quelqu'un de beau, tu vas automatiquement le juger plus intelligent, plus gentil, plus compétent. C'est pour ça qu'aux élections, le candidat le plus beau a un avantage. Dans les entretiens d'embauche, l'apparence compte énormément, même pour des postes où ça ne devrait avoir aucune importance. L'effet de halo fonctionne dans les deux sens. Si quelqu'un a une caractéristique négative, tu vas lui attribuer d'autres défauts. Quelqu'un qui bégaie, tu vas inconsciemment le juger moins intelligent. C'est injuste, mais c'est automatique. Les marques exploitent ça aussi. Apple est perçu comme innovant et design. Donc, les gens pensent que tous leurs produits sont excellents, même quand ce n'est pas le cas. 5. Le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est accorder plus de poids aux informations négatives qu'aux positives. Une critique te marque beaucoup plus qu'un compliment. Tu peux recevoir 10 retours positifs et un négatif, et c'est le négatif qui va tourner en boucle dans ta tête. Les mauvaises expériences ont plus d'impact que les bonnes. Perdre 100 € te fait plus mal que gagner 100 € te fait plaisir. Évolutivement, ça a du sens. Nos ancêtres, quand ils ignoraient les dangers, ils mouraient. Ceux qui étaient hyper vigilants aux menaces survivaient. Donc notre cerveau est câblé pour remarquer le négatif. Mais aujourd'hui, dans un environnement généralement sûr et sécurisé, ce biais te rend anxieux et pessimiste. Tu te focalises sur ce qui ne va pas et tu ignores tout ce qui va bien. Les médias exploitent beaucoup ce biais. Les mauvaises nouvelles attirent plus l'attention que les bonnes. Du coup, tu as l'impression que le monde part en vrille, alors que sur beaucoup de critères objectifs, il ne s'est jamais aussi bien porté. 6. L'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est quand les gens incompétents dans un domaine surestiment massivement leurs compétences. Et les experts sous-estiment les leurs. En gros, plus tu en sais peu sur un sujet, plus tu penses en savoir beaucoup. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ignores l'étendue de ta propre ignorance. C'est le mec qui a regardé 3 vidéos YouTube sur la nutrition et qui se croit expert, qui donne des conseils péremptoires, qui contredit des nutritionnistes avec des années d'études. Il ne réalise pas qu'il y a des milliers de nuances, de subtilités, de recherches qu'il ne connaît même pas. À l'inverse, les vrais experts sont conscients de tout ce qu'ils ne savent pas encore. Ils sont plus humbles, plus prudents dans leurs affirmations. Internet a amplifié ce phénomène. N'importe qui peut lire quelques articles et se sentir qualifié pour débattre avec des spécialistes. Et comme il est très confiant, il est aussi très convaincant pour les gens qui ne connaissent pas le sujet. C'est pour ça que tant de gens ont des opinions tranchées sur des sujets hyper complexes. Économie, géopolitique, climat, santé publique. Ils ont lu quelques titres, ils ont regardé quelques vidéos et ils pensent avoir tout compris. Le seul remède, c'est l'humilité intellectuelle. Se rappeler que sur la plupart des sujets, tu en sais probablement moins que tu ne le penses. 7. Le biais de survie. Le biais de survie, c'est se concentrer sur les réussites visibles et ignorer tous les échecs invisibles.
Tu regardes les entrepreneurs à succès et tu te dis que créer une entreprise, c'est facile. Regarde tous ces gens qui ont réussi. Mais tu ne vois pas les milliers d'entrepreneurs qui ont échoué et fermé boutique. Tu vois des artistes célèbres et tu penses que le talent suffit. Mais tu ne vois pas les centaines d'artistes tout aussi talentueux qui n'ont jamais percé parce qu'ils n'ont pas eu de chance, de contact ou de timing. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine voulait renforcer les avions pour qu'ils survivent mieux. Ils ont étudié les impacts de balles sur les avions qui revenaient de mission. Ils ont remarqué que les impacts étaient surtout sur les ailes et sur le fuselage. Donc logiquement, il fallait renforcer ces zones, on est bien d'accord. Eh bien non. Un statisticien, Abraham Wald, a réalisé que les avions étaient revenus justement parce que les impacts étaient à des endroits non critiques. Ce sont les avions touchés au moteur ou au cockpit qui ne revenaient pas. Donc, il fallait renforcer les zones sans impact, pas celles avec. C'est ça le biais de survie. Tu analyses seulement ce qui a survécu, pas ce qui a disparu. Et parfois, ça fausse complètement tes conclusions. 8. L'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est surévaluer quelque chose parce que tu as participé à sa création. Les meubles que tu montes toi-même, tu les trouves plus beaux, plus précieux que s'ils étaient déjà montés. Même si, objectivement, ils sont identiques. Le simple fait d'y avoir mis du temps et de l'effort augmente leur valeur perçue. C'est pareil avec les idées. Une idée que tu as eue, tu la trouves brillante. Une idée identique venant de quelqu'un d'autre, tu la juges moyenne. Parce que la tienne, tu l'as construite. C'est comme les enfants. Les enfants qu'on fait soi-même, on les trouve toujours plus beaux que ceux des autres. Pas parce qu'ils le sont objectivement, mais parce qu'on a investi dedans. Ce biais explique pourquoi les gens défendent farouchement leurs créations, leurs projets, leurs idées, même face à des critiques objectives. Ils y ont mis du travail, donc ça doit avoir de la valeur. Les entreprises aussi exploitent ça. Elles te font personnaliser ton produit, participer un peu à sa création pour que tu l'apprécies plus et que tu sois prêt à payer plus cher. 9. Le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, c'est penser après coup que tu aurais pu prédire un événement qui s'est produit. Je le savais, c'était évident. Après une élection, tout le monde dit qu'il savait que ce candidat allait gagner. Après un match, tout le monde dit que c'était prévisible. Après un krach boursier, tous les experts disent qu'ils avaient vu venir les signes. Sauf qu'avant l'événement, personne n'était si sûr. Mais une fois que c'est arrivé, ton cerveau réécrit l'histoire pour que ça semble inévitable. C'est dangereux parce que ça te donne une fausse confiance en ta capacité à prédire l'avenir. J'avais bien prédit ça, donc je peux prédire le prochain événement. Non, tu as juste réinterprété le passé. Ça affecte aussi comment tu juges les décisions des autres. Tu critiques les choix passés de quelqu'un en te basant sur ce que tu sais maintenant, pas sur ce qu'il savait à ce moment-là. Comment il a pu investir là-dedans? C'était évident que ça allait échouer. Bah non, tu dis ça parce que tu sais maintenant que ça a échoué. Mais pour lui, ce n'était pas évident à l'époque. 10. Le biais d'ancrage. On en a parlé dans la manipulation, mais c'est aussi un biais cognitif pur. Le premier chiffre que tu entends influence tous les jugements suivants. Par exemple, si je te demande si Mahatma Gandhi est mort avant ou après l'âge de 140 ans, tu vas répondre naturellement « avant l'âge de 140 ans ». Puis je te demande à quel âge il est mort. Même si tu ne connais pas la réponse et que je te demande de donner un chiffre, tu vas me donner un chiffre élevé, genre 90 ans. Parce que l'ancrage était à 140 ans. Mais si je t'avais demandé au début s'il était mort avant ou après l'âge de 15 ans, tu aurais dit après. Et ensuite, au moment de donner un chiffre, tu aurais donné un chiffre plus bas, genre 60 ans. Même si c'est complètement absurde, ton cerveau s'ajuste à partir d'un point de référence.
Dans les négociations, les achats, les estimations, l'ancrage influence énormément ton jugement final. Et tu ne t'en rends même pas compte. Même les experts ne sont pas immunisés. Des études ont montré que des juges donnent des peines différentes selon le chiffre aléatoire qu'on leur montre juste avant. Perso, je trouve ça effrayant que notre cerveau soit si facilement manipulable. 11. L'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est accepter des descriptions vagues et générales de la personnalité comme étant spécifiquement vraies pour toi. C'est pour ça que l'astrologie marche. Les horoscopes disent des trucs comme « tu es généralement optimiste, mais tu as parfois des doutes ». Bah oui, c'est tout le monde ça. Mais toi tu lis ça et tu te dis « waouh, c'est exactement moi ». D'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur les signes astrologiques et leur signification si le sujet t'intéresse. Je te mets le lien en description. Donc l'effet Barnum, c'est aussi dans les tests de personnalité en ligne, ou les lectures de tarot, ou les médiums. Ils utilisent des affirmations tellement vagues qu'elles s'appliquent à presque tout le monde, mais formulées de manière à sembler spécifique. Tu as besoin d'être aimé et admiré, mais tu peux être critique envers toi-même. Tu as beaucoup de potentiel inexploité. Parfois tu es extraverti et sociable, parfois introverti et réservé. Ton cerveau retient ce qui correspond et ignore ce qui ne correspond pas. Du coup, tu as l'impression que la description est précise et personnalisée. Les manipulateurs et les charlatans exploitent massivement cet effet. 12. Le biais du coût irrécupérable. Le biais du coût irrécupérable, ou sunk cost fallacy, c'est continuer quelque chose parce que tu as déjà investi dedans, même si rationnellement, tu devrais arrêter. Exemple concret. Tu restes dans une relation toxique parce que j'ai déjà passé 5 ans avec cette personne, je ne vais pas tout gâcher maintenant. Sauf que ces 5 ans sont perdus, quoi que tu fasses. La vraie question c'est, est-ce que je veux passer les 5 prochaines années comme ça? Ou encore, tu continues un projet qui ne mène nulle part parce que j'ai déjà investi 6 mois là-dedans. Ou bien, tu regardes un film nul jusqu'au bout parce que j'ai déjà vu 1 heure. Ou encore, tu finis ton assiette au resto même si tu n'as plus faim parce que j'ai payé pour ça. Rationnellement, le temps, l'argent, l'énergie déjà investis sont perdus. Ta décision devrait se baser uniquement sur « est-ce que continuer me rapporte quelque chose ?» Mais ton cerveau déteste admettre qu'il a gaspillé des ressources, donc il préfère continuer à gaspiller plutôt que d'accepter la perte. Les casinos exploitent ça. Plus tu as perdu, plus tu continues à jouer pour te refaire, alors que chaque mise supplémentaire est une nouvelle perte indépendante des précédentes. 13. L'effet de simple exposition. L'effet de simple exposition, c'est aimer quelque chose simplement parce que tu y es exposé souvent. Plus tu vois une personne, un logo, une chanson, plus tu vas l'apprécier. Même si au début tu étais neutre ou négatif. La familiarité crée la préférence. C'est pour ça que la pub marche. Tu vois une marque 50 fois et même si tu ne la remarques pas consciemment, ton cerveau enregistre. Quand tu es au supermarché, face à 2 produits similaires, tu vas prendre celui dont la marque te semble familière. C'est aussi pour ça que les chansons qu'on déteste au début finissent par nous plaire si on les entend assez. Notre cerveau s'habitue et l'habituel devient agréable. Dans les relations, c'est puissant. Les gens qui travaillent ensemble, qui se voient souvent, développent plus facilement des sentiments. La proximité crée l'attachement. 14. Le biais de groupe. Le biais de groupe, ou pensée de groupe, c'est modifier ton opinion pour te conformer à celle du groupe. Tu es dans une réunion, tout le monde semble d'accord sur quelque chose. Toi, tu as des doutes, mais tu ne dis rien, parce que tu ne veux pas être le seul à penser différemment. Donc, tu te rallies à l'avis majoritaire. L'expérience d'Ash l'a démontré brillamment.
Des gens devaient dire quelle ligne était la plus longue. La réponse était évidente. Mais quand des complices donnaient volontairement une mauvaise réponse, un tiers des sujets se ralliaient à la réponse fausse pour ne pas être en désaccord avec le groupe. Ce biais mène à des désastres. Des équipes prennent des décisions absurdes parce que personne n'ose contredire le consensus. Des jurys condamnent des innocents parce que la majorité penche dans ce sens. C'est pour ça que la diversité d'opinions est cruciale. Un groupe homogène qui pense pareil va se renforcer mutuellement dans ses erreurs. Une voix dissidente, même minoritaire, peut empêcher le groupe de faire n'importe quoi. 15. Le biais de projection. Le biais de projection, c'est penser que les autres pensent, ressentent et réagissent comme toi. Si tu trouves un film ennuyeux, tu penses que tout le monde doit le trouver ennuyeux. Si tu aimes un plat, tu ne comprends pas comment quelqu'un peut ne pas aimer. Si toi tu aurais réagi comme ça dans une situation, tu penses que les autres devraient réagir pareil. C'est une forme d'égocentrisme cognitif. Tu projettes ton expérience intérieure sur les autres. Ça crée des malentendus massifs dans les relations. Comment tu peux ne pas être blessé par ça? Moi, je serais dévasté. Mais les gens sont différents. Ce qui te blesse ne blesse pas forcément l'autre. Les marketeurs font cette erreur. Ils créent des produits qu'eux aimeraient en pensant que tout le monde aimera. Puis ils sont surpris quand ça ne marche pas. Pour contrer ce biais, il faut développer de l'empathie cognitive. Comprendre que les autres ont des perspectives, des valeurs, des sensibilités différentes des tiennes. Voilà, on a fait le tour de quelques-uns des biais cognitifs les plus courants et les plus fascinants. Et franchement, on a juste effleuré la surface. Il en existe des centaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que ton cerveau n'est pas un ordinateur logique et rationnel. C'est une machine à faire des raccourcis, influencée par tes émotions, ton environnement et ton passé. Ça ne veut pas dire que tu es stupide. Tout le monde a ses biais. Les gens les plus intelligents aussi. La différence, c'est que certains en sont conscients et essaient de les compenser. Maintenant que tu connais ces biais, tu vas les voir partout. Chez toi, chez les autres, dans les médias, en politique. Et c'est le but. Parce qu'une fois que tu es conscient de tes angles morts, tu peux commencer à corriger ta vision. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager et la booster. Abonne-toi pour voir d'autres vidéos et dis-moi en commentaire lequel de ces biais tu connaissais déjà. À plus!